Oui, parce qu'en rentrant d'Algérie, ils ont voulu tout oublier. Ils ont rangé leurs albums photos dans les caves ou dans les greniers. Ils ont tourné la page parce que pour redémarrer dans une vie normale, ils avaient besoin d'oublier, de tirer un trait sur l'affaire. Et voilà que 50 ans après, on vient leur demander d'aller... Vous venez leur demander. Oui, oui, Kemener de son côté, et ouais, moi-même, je vous poursuivais ma quête, en fait. C'est la rencontre de deux quêtes. Lui, il le faisait en tant qu'historien, pour les appeler en général, mais moi, je cherchais mon propre passé dans ces photos. Racontez-nous, quelle était votre quête personnelle pour arriver à un ouvrage où, dans votre introduction, vous dites, voilà, je suis parti d'une quête propre, très personnelle, mais tout d'un coup, ça s'est totalement élargi. Hein. Voilà. Ça a pris une autre tournure, je dirais, votre ouvrage. Tout à fait. Alors, ma quête personnelle vient du fait que je suis né dans un petit village qui s'appelle El Walja, et lorsque la guerre a commencé, comme mon village était complètement enclavé comme des milliers de villages algériens, qui n'étaient pas accessibles par voie carrossable, par jeep, par tank, eh bien l'état-major français avait décidé, c'est connu, de retirer tous les habitants des villages enclavés pour les regrouper dans ce qu'on avait appelé les camps de regroupement. Et il y a eu à peu près 1 millier et quelques 2 millions d'Algériens, soit 40% de la paysannerie algérienne a été transplantée de ces villages ancestraux vers des camps de regroupement. Et c'est comme ça que moi, à l'âge de 3 ans, je me suis retrouvé avec les gens de mon village dans le camp d'Eragen. Alors on appelle Eragen, c'est en fait Izragen, qui a été francisé par Eragen, et malheureusement l'arabisation a arabisé la francisation en appelant le village aujourd'hui Erakan. Du coup, il devient complètement... D'accord, oui, ça n'a plus rien à voir avec l'original. Je ferme la parenthèse. Et donc, j'ai grandi dans ce camp d'Eragen. Je suis allé à l'école. Sauf qu'au moment où on s'était installé dans le camp, on avait commencé à construire le barrage d'Eragen. Et au fur et à mesure que le temps passait, que je grandissais, je voyais les eaux du barrage monter. Et à l'indépendance, le camp était complètement recouvert par le barrage. Donc on est reparti dans mon village, qui était détruit, et du coup on avait décidé, mes parents avaient décidé de nous emmener à Alger. Et j'ai débarqué en 62 à Alger, et j'ai vu pour la première fois l'électricité, la mer, les voitures, les bus, bref. Tout ça pour dire, la quête, c'est que le camp où j'ai grandi, qui était le paysage de mon enfance, était désormais sous un barrage, comme une Atlantide qui aurait complètement sombré. Et toute ma vie, j'ai cherché à retrouver une photo, une image de ce camp, de l'école, du souk, du camion de mon père, de l'endroit où je jouais. Et j'avais à un moment donné totalement désespéré. Et voilà qu'en 90, la revue Géo, le magazine Géo, me demande de faire un papier sur ma région natale. Alors, je prends avec moi un photographe, un grand photographe, Philippe Lafont, et nous allons dans mon village photographier mes oncles, ma grand-mère, le village et le barrage. Et en publiant un article, j'ai glissé un petit message subliminal. J'ai dit que j'avais toujours souhaité un jour qu'elle m'appelait, qui avait été affectée dans le camp d'Eragen, m'envoie des photos de ce qui fut le décor de mon enfance. Eh bien, mon cher Youssef, l'article sort et 10 jours après, je reçois un courrier de monsieur Philippe Gauthier qui m'a dit « J'étais officier à Eragen, j'ai 80 diapos en couleur de tout le camp d'Eragen, venez les chercher. » Je ne suis pas allé les chercher, mais il me les a envoyés. Et j'ai retrouvé miraculeusement la photo de la baraque où nous habitions, du camion de mon père, tout neuf, qui a été ensuite brûlé lors d'un accrochage entre la Hélène et l'armée française, mes tantes, l'école. Alors, cette fameuse photo d'école, ça vient de là? Elle ne faisait pas partie du lot, mais grâce à M. Gauthier, j'ai retrouvé mon institutrice, Madame Cabanal, qui était à Mont-de-Marsan. Je lui ai écrit.
Et elle m'a envoyé la photo qui est dans Alors, le livre. on la voit là, On la voit. sur l'écran. Alors, cette photo où c'est une école guitoune, comme vous dites, Oui. hein, on vous voit tout petit, tout petit, tout petit. À l'âge dans de un 6 coin, ans. hein, et on voit Parce- Madame Cabanel. Madame Cabanal, la guitoune, la tante Elle a l'air installée jolie, par Madame l'armée. Cabanel, dites-moi, hein. Très jolie. Ah. Et en plus, je lui ai d'ailleurs co-dédicacé le Tout à livre. fait, j'ai vu, oui. Parce que ce n'était pas une pied noire, c'était une métropolitaine. Alors, on qui va y avait revenir choisi- justement. Qui avait choisi d'aller dans le Djebel pour Apporter faire du sa volontariat. contribution. Absolument. Voilà. Et je lui dois vraiment énormément, paix à son âme. C'est une femme à qui je dois... Ben, c'est elle qui vous a appris à lire et à écrire. Et qui m'a encouragé. Et qui vous a Parce que quand on est tout petit, on a besoin d'être valorisé. Et elle a su les dire les 2 ou 3 mots dont je ne me rappelle pas, mais qui m'ont fait partir. Alors, dès le départ, parce que en plus dans votre introduction, vous dites, c'est très marrant parce que ma première photo, le souvenir de ma première photo, mais je l'ai pas. C'est Je l'ai pas un encore, soldat celle-là, français qui m'a pris, qui m'a dit souris. Bon. Oui. Et après, il a fallu pratiquement presque 6 ans après pour que je me retrouve à Alger, chez le photographe, certainement pour une photo d'identité. Donc ça, c'est la deuxième photo. Là, vous en avez plus souvenir. Mais là, le photographe vous dit, ne souris plus, ne bouge plus. Mais C'est vous vrai. vous êtes dit... C'était à la place des martyrs, le cercle Shuhada. Mon premier photomaton à l'âge de 12 ans. Alors je me suis dit, mais c'est ça ce que Slimane Zeridour veut nous dire, c'est qu'il y a eu ce trou béant de cette première photo comme cela, et puis cette deuxième photo que, bon, certainement, peut-être ses parents l'ont encore, mais en tout cas... Je l'ai, le photomaton. Vous l'avez, je l'ai. donc. Ouais, Bon. de 12 ans. Et ce trou béant, ce trou abyssal, il fallait le remplir. Et en fin de compte, c'est ce que vous dites. Mais alors, je dirais presque comme un parallèle. Hein, vous me parlez tout à l'heure de l'Atlantide, avec votre village qui a été englouti façon Atlantide. Alors moi je me dis, si c'est pas gratuit que Slimane Zeridour nous parle de l'Atlantide. L'Atlantide, c'est Platon qui l'évoque pour la première fois. Et Platon, qu'est-ce que c'est si ce n'est la philosophie platonicienne, si ce n'est la recherche de la vérité et une enquête quotidienne. Alors je dis, ben, c'est tout à fait le livre, c'est carrément un livre platonicien, son livre. Tout le livre, hein, c'est la recherche de la vérité, d'une partie de la Ou la vérité. mienne, en tout cas. En tout cas de la vôtre, oui. Oui, oui, bien sûr. Et une enquête, hein, donc une sorte d'enquête identitaire aussi. Oui. Disons que moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème identitaire. Non, Mais, non. mais c'est juste pour montrer combien votre remarque est pertinente. Néanmoins, je me rends compte maintenant que je suis d'âge mûr, comme on dit, que ce passé que nous aussi, nous les petits Algériens du bled et qui avons vécu cette guerre et dont on n'a jamais parlé, nous aussi. Parce qu'en Algérie, on parle de l'historiographie de la guerre d'indépendance comme si elle se résumait seulement à des accrochages, des raids et des bombardements, comme si elle était une pure bataille techniquement militaire, alors qu'elle a concerné toute la société. Et donc, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que ma génération, qui a l'âge du pays, de l'Algérie moderne, moi, quand la guerre a commencé, j'avais 1 an. Donc, ma génération, jusqu'à maintenant, nous qui avons été marqués par cette guerre, et je dirais même par beaucoup d'aspects complètement formatés par l'ambiance dans laquelle nous avons grandi. Nous avons grandi dans une ambiance d'insécurité, de précarité, de pauvreté. Moi, j'ai attrapé une primo-infection. 2 de mes frères, Khalifa et Darrabi, sont morts de tuberculose. Ma sœur, Huriya, est morte de gangrène. Donc, on a été tellement marqués par ça. Et par une espèce de pudeur rurale, montagnarde, on n'en a jamais parlé. Et donc, je me suis dit, il faut que moi aussi, je le fasse pour moi, que je me revienne sur ce passé, sans aucune volonté de régler des comptes ou de trouver des coupables. Le passé est le passé. Il faut juste retourner parler à l'enfant qu'on a été. Et je suis dans cet exercice, je trouve très enrichissant intérieurement, parfois un peu douloureux, c'est de parler à l'enfant qu'on a été. Alors,
Autre question, Slimane Zeridour, je me suis dit, moi j'ai ma propre opinion, hein, mais je voudrais que vous me disiez pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, il y a d'autres photos hein, sur... parce que les camps d'internement, hein, on va y revenir. Le regroupement. D'ailleurs, ils ont eu plusieurs noms. Hein. Non, il y avait les camps d'internement qui, eux, étaient pour les adultes Oui. soupçonnés de Soupçonnés collusion avec le FLN et la Les camps LN. de regroupement, c'était des familles entières. C'est ça, qui avait été déplacé Voilà. parce que c'était les zones interdites. Voilà. Hein. On brûlait les récoltes d'ailleurs Voilà. parce que comme Ouais. ça, on revient plus. Hein. Ouais. Plus on détruit les maisons, on détruit totalement le Ah oui, hameau c'était en- complètement. Et puis on voit d'ailleurs une photo où, avec les baluchons, les bagages, très belle photo, très dramatique, où toutes les familles, voilà. Et puis c'était avec la SAS, etc. Mais il y a des photos. Quand on va aux archives, notamment françaises, il y a ce qu'on appelle, je crois, le CIPA, ou je crois que Ouais. c'est ça. Hein, il y a ce qu'on appelle des photographes qui étaient des photographes officiers français. Oui, ou, c'est le peu- service historique des armées. Exactement. Oui, oui, oui. Bon. Alors, il y a ça. Mais vous avez fait un contre-choix. Vous avez dit, je ne prendrai que des photos, même pas, je veux dire, à titre privé d'officiers de l'armée, c'est-à-dire des hommes de métier, mais je vais prendre des photos des appelés du contingent. Et c'est, à mon avis, le très grand intérêt de votre ouvrage. Parce que vous dites, à un moment donné, sans le dire ainsi, hein, mais on le sent bien dans votre ouvrage, vous dites, parce que ce qui était bouleversant, c'est comment ces jeunes appelés qui venaient d'Alsace, de Clermont-Ferrand, de Marseille, etc., qui pourront, on leur avait toujours bassiné en tête que l'Algérie c'était un département français, puis d'un coup, qui tout à coup se trouvent confrontés à un monde qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, pour eux, l'Algérie c'était la mer, le soleil, les palmiers. Oui. Alors, l'intérêt de ces photos est le fait, déjà, que contrairement aux photos du service historique des armées, qui étaient des photos de propagande, C'est ça, exactement. pour donner une image d'une Algérie soi-disant pacifiée et réconciliée. Les photos des appelés ont été faites pour n'être jamais publiées. C'était des photos privées, personnelles. Et comme il y avait la censure, c'était des photos qui montraient non pas la guerre d'Algérie, mais l'Algérie durant le temps de guerre. Voilà. D'ailleurs, vous avez une Et c'est- formule, j'aimerais bien que vous la repreniez. Vous dites dans votre ouvrage, vous dites ce ne sont Ce pas n'est des pas, photos. Oui, ce n'est allez-y. pas des photos de la guerre d'Algérie, mais de l'Algérie en guerre. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des soldats, comme vous le disiez, qui venaient de la France profonde, de la campagne, et qui n'avaient pas le même regard que les Français d'Algérie avaient sur les Algériens. C'est-à-dire que les Français d'Algérie, comme individus dans toute leur diversité, il y avait toutes sortes de gens, eux avaient dans leur inconscient un vrai contentieux avec les Algériens, avec les autochtones. C'est indéniable. C'était dans leur gène comme dans les gènes des Algériens. Par contre, les Français qui venaient de métropole, eux avaient grandi avec l'idée de l'Empire, avec la carte rose sur la map. L'image d'Épinal. planisphère. Et ils pensaient, et ils étaient pétris par les valeurs républicaines, égalitaires, liberté, égalité, fraternité. Ces gens-là, quand ils débarquent dans le bled, sont complètement bouleversés. Parce qu'ils ont grandi dans l'idéal républicain de l'égalité, et ils découvrent une planète d'une pauvreté, d'un abandon abominable, et c'est pour ça, vous l'avez vu sur les photos, ils portent un regard très Totalement humain, différent. très très humain sur les Algériens, et je dirais même, nous leur devons d'avoir ce reflet de l'Algérie Oui. qui n'existe plus. Regardez les vêtements des gens, les ustensiles de cuisine n'existent plus. Et c'est seulement grâce à ces photos. Parce qu'ils ont nous pris les des avons. photos du quotidien et non Voilà. pas des photos de propagande, c'est-à-dire... Qu'ils ne où, pouvaient pas prendre, ils ne pouvaient pas photographier les batailles. Ouais.
ou les raids. Ouais. Alors, donc c'était la seule Algérie qu'il pouvait photographier. Alors justement, moi j'ai fait des choix de photos arbitraires. On va en voir une là à l'écran parce que je la trouve très belle. C'est justement dans un petit village, genre petit village colonial qui a été fabriqué de toutes pièces avec la mairie, l'église, des trucs comme on a plus de 700 villages nouveaux qui sont sortis comme ça de terre. On voit sur un banc public, parce que c'est très important les bancs publics, hein, probablement un Européen, qui lui regarde bien en face le photographe, hein, qui doit être donc un appelé du contingent, mais les deux, entre guillemets, excusez-moi, mais les deux indigènes arabes regardent complètement ailleurs. C'est-à-dire que, d'abord, probablement, ils ne voulaient pas être photographiés, peut-être, ou de toute façon, ça ne les intéressait pas. Ils regardent dans une autre direction. Ce n'est pas leur monde. J'ai trouvé cette photo très intéressante. Oui. Et c'est pas un photographe, je veux dire, de renom qui l'a prise. Hein. C'est un jeune appelé du contingent, probablement. Oui. Et c'est un instantané de l'Algérie coloniale. Dans cette photo, ce qui est touchant, c'est que le pied noir qui est photographié, il doit être probablement d'origine maltaise. Oui, oui, ça se voit, oui. Ou andalouse. Oui, tout à fait. Et comme l'a dit Germaine Tillon dans un constat qui est tellement vrai, aussi paradoxal soit-il, elle dit ceci: ces Français d'Algérie d'origine maltaise ou andalouse ou sicilienne ont probablement plus de sang arabe que les Algériens qui, eux, pour la plupart, sont d'extraction avec un substrat berbère. C'est ça, oui, ouais, absolument. Et c'est la situation coloniale, ce qu'elle a de terrible, ce n'est pas la violence, c'est l'inégalité juridique tout en vivant sur le même territoire. Car contrairement à ce qu'on a pensé pendant très longtemps, ce n'est pas la différence de religion. Non. Ou la différence de culture qui fait l'antagonisme entre les gens. Et ça, je l'ai appris en couvrant la première et la deuxième intifada. C'était pour beaucoup le statut juridique. C'est l'inégalité. Et sociale, évidemment. C'est la différence de statut juridique qui crée des problèmes et non pas la différence de culture ou de religion. D'ailleurs, vous dites justement que... pour la plupart, parce que les appelés qui vous ont envoyé toutes ces photos, ils vous ont en même temps écrit quelques mots, etc. Ouais. Et vous dites très justement, ce qui les a effectivement choqués, c'est que, puisque c'était territoire français, département de plus, ils se sont dit, mais je ne comprends pas très bien cette différence de statut entre ce qu'on leur a dit, les Arabes, et puis les Européens. Ils se disaient, pensaient que c'était à peu près la même chose, que tout le monde vivait puisque c'était sous le même drapeau. Oui, ils n'avaient jamais imaginé que sur le même territoire, la République pouvait entretenir deux statuts juridiques différents et donc inégaux. Alors j'imaginais même à un moment donné, hein, j'en ai pas fait le choix de cette photo-là, mais il y a une photo très intéressante, enfin plusieurs photos très intéressantes, où on voit des jeunes soldats du contingent se faire prendre en photo ou prendre des photos où ce sont un convoi militaire pris dans la neige, bataille de boules de neige, etc. et tout ça. Et j'imaginais un instant que ce jeune du contingent qui envoie une photo avec une lettre à ses parents qui sont je ne sais où, allés, on va dire à Rennes ou un truc comme ça, et les parents qui devaient se dire, il y a de la neige en Algérie, mais je croyais qu'avec du soleil et des palmiers. Parce que c'est ça, c'est encore l'image d'Épinal qu'avaient ces Français dits métropolitains. Tout à fait, de l'Algérie. Et c'est ce qu'on voit dans votre ouvrage qui est très intéressant. C'est ce décalage total. Total. Et vous savez, la morale de l'histoire, parce que 50 ans après, on peut commencer à extraire comme ça une morale. La morale de l'histoire, c'est que la guerre d'indépendance a été la première vraie rencontre, humainement parlant, entre la France profonde, à travers 2 millions d'appelés du bled français, avec l'Algérie profonde de ma région et d'autres, où on n'avait presque jamais vu de Français. Oui. D'ailleurs, on les appelait autrement. Moi, le premier Français que j'ai vu, c'était un appelé. Mes premiers instits étaient des appelés. Donc, nous, dans notre village, on n'avait jamais vu de Français, puisqu'il n'y a pas de route, pas d'électricité, il n'y a rien à gratter. Donc, c'est la guerre qui a mis en contact l'Algérie profonde
La France profonde, et ça a duré 7 ans seulement. Ça a été violent, terrible, épouvantable, mais cette rencontre était suffisamment riche, on le voit à travers le regard de ces appelés, Mais à travers toutes les photos. pour que, après le divorce sanglant, les relations entre les deux peuples soient aussi denses, ambivalentes, tout ce qu'on peut dire. Mais les Algériens ont eu dans ce corps à corps brutal, dans ce concubinage avec les Français, dans ce frottement, il en est sorti des relations bilatérales qui sont les plus denses que le peuple algérien a avec un autre peuple et vice-versa. Alors, je prends cet exemple d'une photo qu'on va voir tout de suite sur l'écran. J'imagine très bien cet appelé, encore une fois, de je ne sais d'où, de la France profonde, qui tout d'un coup prend cette photo avec ces deux gamins, des cireurs, ce qu'on appelait les petits cireurs. Hein, Les yaouled, on les appelait les yaouled. Les yaouled, et où on voit quand même ces deux gosses qui regardent l'objectif du photographe, et l'un des deux gosses, les deux sont en haillons, et l'un des deux mange, c'est pas une sorte de salade, d'une tambouille qui n'a pas l'air très appétissante, dans une gamelle en fer, et puis dans leur regard, il y a plein de questionnements, etc. Et encore une fois, je me suis dit, le gars qui a pris la photo, parce qu'avant c'était pas pareil, hein, c'était des petits instamatiques, on prenait des photos, il fallait le temps du développement, c'est ensuite le retour, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va chez le photographe et qu'on va chercher sa photo, et puis on regarde une photo en se disant, tiens, jamais je verrai ça, moi, à Toulouse, même dans des familles, dans les quartiers les plus pauvres de Toulouse, deux gamins comme ça, et pourtant je suis dans un département français. Donc, quand bien même il n'aurait pas ces questionnements-là, le gars, le jeune appelé, il devait se dire, c'est quand même hallucinant cette histoire-là. Oui. Où on nous baratine en haut lieu, ou alors c'est comme ça, et moi je me suis gouré. Mais en tout cas, il y a questionnement. Ah oui, mais beaucoup, et ils l'ont dit, il y a eu des récits qui ont été publiés, oui, il y a maintenant une littérature sur ce choc des civilisations, si on peut dire, du métropolitain français qui débarque dans le bled et qui découvre cette inégalité flagrante, et surtout cette inégalité est pour le français moyen qui venait de métropole, c'est une infraction tragique aux fondamentaux même de la République, puisque voilà un pays moderne qui, sur son propre territoire, empêche toute une population d'accéder à la simple citoyenneté plénière. Parce que le scandale de la colonisation moderne, c'est cela. C'est la non-reconnaissance de l'égalité sur son propre territoire, alors qu'on en fait un principe qu'on claironne urbi et orbi, comme on dit. Et, oui, et d'ailleurs, ces soldats de la métropole avaient une perception assez négative des Français d'Algérie, oui, et qui le leur rendait très bien. Et d'ailleurs, ça a fini tragiquement à la fin. Bah oui, mal. Par leur tirer dessus. Et ça a été effectivement, pour la plupart, le fait que les appelés du contingent n'ont pas suivi le carteron de vieux généraux en retraite lors du coup d'État. Et puis la fusillade de la rue d'Isly, le bombardement de Bab el-Oued, c'était... Tout à fait, tout à fait. Ils l'ont voulu jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Hein. Ah, complètement. Jusqu'à maintenant. Alors... je reviens quand même à votre ouvrage. Je ne sais plus, j'ai pas compté. Hein, mais quand on aime, on compte pas. Hein, mais c'est plus de 300 ou 400 photos, si ce n'est pas plus. 350. 350, voilà. Ouais. Alors, on passe du Djebel au Sahara, du Sahara à la ville, de la neige ville au sable, à la ligne Maurice. Ouais, il y a les photos du camp d'Eragen. Et alors le camp d'Eragen, où vous avez passé effectivement des parties de votre toute jeune enfance, et vous le signalez bien dans votre ouvrage, parce qu'il n'y a pas que des photos, chaque photo est légendée, mais il y a toujours un texte d'introduction où vous remettez en place la partie que vous évoquez, soit la ville, soit la campagne, soit le bled, etc., où vous dites, bon, mettons-nous un petit peu en situation, et le grand intérêt du livre, encore une fois, c'est, oui, il y avait la guerre,
des livres photos sur la guerre d'Algérie, vue d'un côté ou de l'autre. Il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu, et pour beaucoup. Mais là, c'est en même temps de dire, pendant ces 7 ans, il y a eu aussi, c'est le quotidien, hein, la vie prend le dessus, il y avait le quotidien. Et qu'est-ce que pouvait être le quotidien? Pas seulement dans les camps, mais ailleurs. Hein. Comment pouvaient-ils vivre, ces gens, soit les nôtres, soit ceux le petit jeune de l'armée qui a été ramené de je ne sais d'où, de la France profonde? Eh bien oui, c'était pas comme on dit toutes les 5 secondes. Il y avait l'état de guerre, et puis il y avait la vie quotidienne qui prend toujours le dessus. Donc il y a aussi des photos de villages en fête. Oui, les mariages, les circoncisions, les travaux et les jours, comme on dit, l'école. Oui, l'école. Parce que la chance que j'ai eue, moi et ma génération, c'est que le fait d'aller dans les camps, qui étaient entourés de barbelés, avec un couvre-feu, des rafles parfois le matin, des hélicoptères, bref, c'était un arrachement au village d'origine. Mais en même temps, c'est grâce à ce camp que j'ai pu aller à l'école. À l'école. Et que j'ai pu me soigner. Ouais. Oui, mais ça, c'est tout. Donc c'est l'ambivalence des relations humaines. Et vous dites même, à un moment donné, parce qu'on voit, il y a des photos, pardon, que les services, là, ce qu'on appelle la SAS, tristement connu malheureusement, tentent, dans certains camps de regroupement, de redonner une sorte de fausse vie de ce qu'était le village qui avait été détruit ou village auquel on avait arraché cette population. Alors on va même chercher quelquefois des matériaux de construction du village qui avait été abandonné, qui est maintenant en zone interdite, pour les ramener dans le camp de regroupement, pour donner une sorte de semblant que c'est votre nouveau chez vous, quoi. C'est fascinant, ça, quand même, comme histoire. Oui, j'ai remarqué que dans les camps de regroupement, en tout cas à Eragen, la disposition des gourbilles du camp reprenait spatialement la même disposition que les maisons qu'il y avait dans le village. Dans le village. Par exemple, c'est la maison de la famille Qaddour, était mitoyenne de la famille Brahim. Dans le camp, c'est la même disposition spatiale qui était reproduite. Mais dites-moi, Slimane Zeridou, ça peut faire l'objet d'une magnifique thèse, très intéressante. Vous ne le croyez pas, l'espace. Moi, je trouve, c'est mon avis, je peux me tromper, je pense que la question des camps de regroupement en Algérie, qui a concerné quand même 40% de la paysannerie. Plus de 2 millions de personnes. Plus de 2 millions de personnes, que la plupart peut-être de ces gens-là, une fois l'indépendance acquise, n'ont pas pu retourner dans leur parce village. qu'ils étaient détruits. Donc, c'est votre cas d'ailleurs. Bien sûr, c'est notre cas. Ouais. Et d'ailleurs, même le village aujourd'hui est complètement vide, mort, fini, ce qui veut dire que la guerre a commencé l'arrachement de la paysannerie algérienne et que l'indépendance, loin de restituer les gens à leur village, par l'immigration vers les villes, a parachevé et consacré l'arrachement. Donc nous sommes dans un pays qui a été retourné comme un gant. Et une bonne partie, me semble-t-il, des traumatismes de la société algérienne, car il s'agit d'un vrai traumatisme, viennent de cet arrachement qui n'a jamais été verbalisé par les gens, qui n'a pas fait l'objet de thèses suffisantes, de romans, bref, qui n'a pas été mis en récit. C'est ça le drame. Alors, là vous l'explicitez très bien dans vos écrits à propos de ce sujet-là. Vous dites, le monde rural va totalement changer pendant cette période de 54-62. Vous dites, bon, il y a la guerre, etc. Mais il y a aussi une autre problématique, c'est que ce monde rural va totalement être bouleversé. Il va y avoir une exode massive qui va donner le chômage, la bidonvillisation des villes, évidemment, parce qu'il fallait bien habiter quelque part, arrachement des campagnes. Mais aussi et surtout, c'est ça qui est important, c'est que d'un coup, il y a une sorte de bouleversement dans le quotidien. Vous dites, c'est fini. C'est, comme dirait quelqu'un, vous le dites bien, fini l'Algérie de papa.
c'est terminé, mais terminé y compris dans les gestes quotidiens, dans la façon. Quand on s'était vu juste avant l'émission, on me disait ouais, les femmes ne portent plus ce genre de robe. Ouais. Elles ne sont plus habillées comme ça. Bah oui. Elles ont, même dans la gestuelle, c'est plus la même chose. Elles sont toutes à visage découvert. Eh oui. Et elles portent des vêtements bariolés, Très de toutes les colorés. couleurs. Ça fait penser aux paysannes moldaves ou ukrainiennes Oui, du oui, Sud. oui, oui. Eh bien, tout cela a disparu, effectivement. disparu. Toute cette Algérie colorée, festive, Et tout ça en 7 ans. bucolique. Ouais, Ouais. tout ça. Alors, Parce que c'est- l'arrachement Voilà. a été terrifiant. Et ce que vous disiez sur les villes, c'est que la caractéristique de l'Algérie dans tout le bassin méditerranéen, vous savez quelle est sa caractéristique? C'est que c'est un pays où les villes ont toujours été étrangères. Elles ont été carthaginoises, sont devenues romaines, byzantines, génoises, catalanes, espagnoles, ottomanes, françaises. Ce n'est qu'en 62 qu'elles sont devenues algériennes. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la montagne s'est vengée du littoral. C'est-à-dire que quand les montagnards descendent dans la ville, ils ne deviennent pas des citadins. Non. Comme au Maroc et en Tunisie, il y a une vie citadine de plusieurs siècles. Ouais, ouais. À Fès, Meknès, Mais parce Marrakech. que les villes Qu'est-ce en qu'ils Algérie, font? Ils c'était les ruralisent Européens. les villes, pas seulement dans le délabrement urbain, Ouais. non, dans la mentalité. C'est-à-dire, normalement, la ville moderne, elle crée les conditions des rapports sociaux modernes, c'est-à-dire où l'individu s'individualise. Or, les villes algériennes sont des mechtas de 2-3 millions d'habitants. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vie nocturne. Parce que ça reste des villes où la mentalité rurale, patriarcale, avec le contrôle des femmes, est restée très prégnante. Et je dis ça parce qu'il y a un livre que je suggère aux téléspectateurs de lire, qui est pour moi un chef-d'œuvre de la sociologie arabe moderne. Il a été écrit par un Palestinien qui s'appelle Salim Ta'mari, dans les éditions Sindbad, qui s'appelle la montagne contre la mer. C'est que comment, dans certaines sociétés arabes, le déclin des villes côtières, parce que c'est dans les villes côtières qui sont traditionnellement ouvertes sur le monde, C'est cela, oui. que se forge la citoyenneté moderne, les rapports sociaux. Car, Youssef, vous le savez, la modernité, ce n'est pas le téléphone portable, c'est les rapports sociaux. Absolument. Des rapports sociaux horizontaux, de synergie, d'interpénétration des individus, des destins, des aventures individuelles. Tandis que les sociétés patriarcales, c'est des sociétés avec des rapports sociaux verticaux. Basés sur le clientélisme, l'intimidation, la protection, la surveillance des uns et des autres. Et il dit que dans les villes arabes, quand des villes comme Alexandrie, comme Beyrouth, ont perdu ce côté cosmopolite, c'est la mentalité rurale qui est descendue sur le littoral et qui a imposé cette austérité des villes, cette absence de mixité ethnique, de mixité sexuelle. Et je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé comme ça en Algérie. Alors, on va revenir à votre ouvrage, je rappelle Oui, le titre. oui, on se Non mais c'est très bien, c'est pas une digression du tout, hein, parce que justement, vous en parlez dans l'Algérie en couleur, Slimane Zaridou, puisque vous commencez justement par la ville et vous montrez bien comment la ville était, et vous le dites, toutes les grandes villes sont, c'est là où 90% de la population européenne, dite européenne, se situe, hein, qu'il y a à peu près une sorte d'égalité de population entre la population algérienne et la population européenne, mais au vu de l'immensité de la population algérienne dite arabe, comme on les appelait, dite indigène à l'époque, c'est à peine même pas 10% de la population indigène qui vit dans les villes, hein, alors que c'est le contraire pour la population européenne, hein, puisque là on voit bien que cette population européenne, c'est plutôt celle qui est soit dans les petits villages, parce que ce sont des
des fonctionnaires, gendarmes, maîtres, postiers, etc., soit ce qu'on appelle les grands domaines. Voilà. Hein, donc ça c'est autre Qui chose. était entre les mains d'une minorité de Très faible. féodaux Vous donnez des et chiffres. qui ont bloqué toutes les réformes. Oui, oui, Ouais. vous donnez des chiffres. Donc, Ils voulaient tout et ils ont tout perdu. plus de 1/3 des terres arables appartiennent à peine à 20 000 propriétaires européens, propriétaires fonciers européens. Ce qui donne vraiment, on voit bien pourquoi ils sont restés jusqu'au bout. Oui, c'était tragique. Et donc, on voit bien l'histoire des villes, des campagnes comme ça, puisque la fin de votre ouvrage, évidemment, c'est les jours de l'indépendance. On voit bien que c'est plus des gens dans les photos, et on peut le remarquer dans toutes les photos qu'on peut avoir sur que ce soit Oran, Constantine, Alger ou ailleurs, des photos de Liesse concernant l'indépendance. Ouais. On voit que pour la plupart du temps, ce n'est pas des gens de la ville, ce sont plutôt des gens qui viennent de l'exode rural forcé et qui ont malheureusement habité dans les bidonvilles autour des villes. Il y a une très belle photo, c'est la ville d'en haut, la ville d'en bas. On voit la ville ultramoderne, c'est la ville européenne, puis la ville d'en bas, c'est les bidonvilles. Hein. Et c'est cela qui sont allés là. Je me rappelle les premiers avec le drapeau, la liesse, etc. Et tout ça. Moi, j'ai vécu ça. Ouais. Moi, je me rappelle du jour du cessez-le-feu, il y a un avion qui est passé qui a lâché des tracts. Dans le petit milieu où j'étais dans le camp, j'ai ramassé un des tracts. Et comme j'étais le seul dans le petit moment, le petit groupe où j'étais qui savait lire, on m'a demandé de le lire et c'est moi qui avait lu le cessez-le-feu. Et la liesse, évidemment, était quelque chose d'extraordinaire. Et juste après ça, nous avons quitté le camp et on est retourné à Al-Walja chez moi. On a trouvé que la source était complètement tarée, les broussailles avaient envahi tout le village, les portes étaient défoncées. On est resté quelques semaines, c'était plus vivable et on est parti à Alger. Et je me rappelle mon arrivée à Alger et je vous assure, on peut dire qu'en une nuit de voiture, nous sommes passés du Moyen-Âge au XXe siècle. Ben oui. Je voyais pour la première fois un immeuble, un lampadaire, l'électricité à l'âge de 10 ans. L'eau courante. Je me souviens, l'eau courante évidemment, et je me souviens, et ça, je le dis parce que ça fait partie de l'historiographie algérienne, de la sociologie algérienne. L'accueil des Algérois pour les gens de la montagne qu'on appelait Keraïd le Maïs, Bohiouf, Bougoubou, Gdjbailia, etc. Ça a été un tel traumatisme que ça m'a fait un bien fou pour le reste de ma vie. Je m'explique. C'était un tel ostracisme pour les gens. On refusait de jouer avec moi dans la rue à cause de mon accent, de mon côté plouc. Que plus jamais je ne me suis senti étranger dans aucun autre pays. De Montevideo à Tashkent, partout, je ne me suis plus jamais senti en exil. Tellement ce choc du Moyen-Âge à la modernité à l'intérieur de mon propre pays a été une révolution totalitaire. En même temps, salvateur. Mais oui, mais c'est ça la modernité. La modernité, c'est des ruptures. Ce n'est pas seulement des constructions harmonieuses. Il nous reste plus qu'une dizaine de minutes, malheureusement, Slimane Zeridour, mais j'aimerais vous poser quand même 2 ou 3 petites questions. La première, c'est que quand vous avez pris contact, ou que eux ont pris contact, les enfants d'Appelé ou les personnes qui vous ont envoyé des photos, je me suis posé la question, quand on fait toujours un choix, je veux dire que, c'est-à-dire que vous avez dû vous poser la question. Moi, je reçois de tel enfant d'Appelé ou de tel Appelé, il m'envoie, je sais pas, 30 photos, peut-être qu'il en a 250, il a dû faire un choix. Oui. Vous vous en doutez bien qu'il y a... Bien sûr, on a reçu 4000 photos. Mais peut-être qu'il y en avait le double ou le triple. 4000 On a reçu... Non, pas le choix que vous avez fait, mais le choix de ce que on vous a envoyé.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, bon, moi, je vous poserai la question, Youssef Saïd, est-ce que tu as des photos pendant la lutte de libération nationale? Oui, j'en ai, évidemment. On a été avec mes parents en Tunisie, en France, en Suisse, etc., ou même ici en Algérie. Mais peut-être que je ferai le choix des photos que je vous enverrai. Est-ce que vous en avez rendu compte, ça? Oui, bien sûr. Que là, vous êtes obligé de faire une sorte de part de confiance. Oui. Parce qu'il y a peut-être des photos qu'on ne veut pas envoyer. D'abord, non, mais c'est une très bonne question. D'abord, Youssef, quand on est en position de demandeur, oui, on n'a pas le choix. On ne pose pas de conditions. Ouais, bien sûr. Tout ce qu'on reçoit est une faveur. Et donc, comme dit le vieux proverbe français, à cheval donné, on ne regarde pas les dents. Tout à fait. Bon. Donc, nous, on a eu ce bonheur qu'ils aient accepté douloureusement d'aller ouvrir leur grenier. Et je vous assure que la plupart de leurs enfants ont découvert les photos dans le livre. Ils ont découvert une tranche de la vie de leurs parents. Oui, ça, j'en suis convaincu. Mais après le tri... Et après le tri qu'on a fait, nous... D'abord le tri qu'ils ont fait eux, et ensuite le tri que vous avez fait. Deuxième tri, il n'y avait qu'un seul critère, c'est le critère esthétique. Ouais. D'abord, il fallait que la qualité... Bah oui, quand même, sinon... oui, c'est trop flou, trop... Voilà, il fallait que le grain de la photo, la couleur, et l'intérêt. Et l'intérêt, disons, du contenu, la densité humaine, l'originalité du contenu. C'est le seul critère qui a prévalu. D'ailleurs, on n'a eu aucune photo qui était vraiment rédhibitoire ou monstrueuse. Alors justement, autre question, première qui amène la deuxième. Je ne vois aucune photo de trois grands événements qui peuvent se passer, qui marquent la vie, surtout chez nous, dans les villages ou même dans les villes. Hein. C'est qu'il n'y a aucune photo, alors que je suis sûr que, bien évidemment, des appels du contingent ont dû prendre ce genre de photo, aucune photo d'enterrement dans un cimetière. Donc je suis sûr qu'il devait y en avoir. D'un cimetière, c'est-à-dire d'un enterrement pas obligatoirement, d'un enterrement classique, je dirais. Voilà. Il n'y en a pas. Oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, mais vous avez raison. Il n'y a aucune photo, et je suis sûr qu'ils ont dû en prendre, de prière. Oui, c'est vrai. C'est étrange. Alors, est-ce qu'ils en avaient, ils n'ont pas voulu les envoyer, mais parce que franchement, ça m'étonnerait que sur des milliers et des milliers de photos, et pas des photos de prière dans un petit village, etc. Et il n'y a pas aucune photo d'intérieur de maison. Et il me semble pas possible, parce que moi j'en ai vu des photos d'appelés du contingent où ils viennent prendre le café à l'intérieur, manger, comme on dit, le couscous. Allez, il n'y a aucune photo d'intérieur. C'est vrai, ce sont des remarques très pertinentes. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais je vais essayer comme ça peut-être de donner une moitié d'explication. D'abord pour l'enterrement. Puisque j'ai eu le malheur, moi, de perdre 2 frères et une sœur, je peux dire qu'il n'y avait pas de cimetière. Il n'y a pas un coin, un carré pour les enterrements dans les camps. Moi, mes 2 frères et ma sœur ont été enterrés dans des lieux différents, sur une colline, à flanc de ravins ailleurs. Bref, il n'y avait pas. On enterrait dans des endroits qu'on choisissait selon le climat du jour, s'il était interdit de sortir du camp ou pas. Donc il n'y avait pas de cimetière. Du point de vue de la prière, il n'y avait pas de mosquée dans le camp, pas d'imam, parce que vous savez, l'islam maghrébin, les petits villages perdus, c'est un islam de marabout. Dans ma région, donc dans la région d'Eraguin, dans les Babors, il y avait le marabout qui était la référence. Moi, quand on était petits, quand on priait, c'était le marabout, on ne pensait pas à autre chose. C'est un islam très bucolique, un peu païen par certains aspects, mais pas structuré avec des imams et des mouftis. Non, mais à l'heure de la prière, on ressort. À l'heure de la prière, moi, je ne me rappelle pas avoir vu de prière collective. Non, je parle pas ou tout simplement de quelqu'un qui prie devant chez lui. Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas. Bon. Non, mais c'était... Et puis, il y avait une gestion, il y avait une gestion de l'islam. Parce que une des curiosités de cette République française qui a fait la loi de séparation de 1905 entre l'Église et l'État, c'est que la République a refusé
que la loi de la séparation de l'Église et de Oui, l'État oui, soit appliquée à l'islam. Tout à fait. Alors qu'il y a eu des oulémas algériens qui sont allés en délégation à Paris demander le bénéfice de la loi sur la laïcité et la République en infraction totale avec sa propre philosophie fondatrice, a refusé à chaque fois. Donc c'est l'État qui contrôlait l'islam. Ah, ce dont je me rappelle juste un détail, c'est que la rupture du jeûne du Ramadan était annoncée par un coup de canon de la caserne. Très bien. Slimane Zeridour, l'Algérie en couleur, 1954-1962, photographie d'appelé pendant la guerre. Vous l'avez co-signé avec Tramor Kemener, que nous saluons. Un ouvrage vraiment remarquable. Alors, juste deux mots. Primo, ce samedi, à la librairie du Tiers-Monde, vous allez à la rencontre de votre futur public, lecteur et lectrice, mais en même temps, vous faites une vente dédicace donc, de votre ouvrage. C'est ça, je ne me trompe pas? Samedi à partir de 14h30, c'est ça? Oui, à partir de 14h, on peut dire le nom de la librairie? Librairie du Tiers-Monde, place de l'Émir Abdelkader, Alger. Vous l'avez dit. Voilà, merci. On salue notre ami Abdelrahman Alibé, qui en est le directeur. Alors, vraiment, il nous reste 1 minute. Je vous propose 3, j'adore moi les citations, je suis comme ça, 3 citations que m'ont inspiré votre ouvrage, Slimane Zeridour. La première, elle est parce que ce sont... Après tout, des regardeurs, vos photographes, hein, vos appels du contingent, il existerait des instants que l'on ne pourrait interpréter que d'une seule manière. Sinon, ils se replieraient sur eux-mêmes. Et l'esprit du lecteur, du regardeur ou du spectateur ne serait pas libre devant eux de les faire éclater dans plusieurs sens. Wow. Ça, c'est Victor Hugo dans la légende des Magnifique. siècles. La deuxième, elle est de Susan Sontag, la romancière et essayiste américaine, qui a écrit d'ailleurs un ouvrage sur la photographie, un très, très bel essai sur la photographie, qui disait « Sous l'emprise de la peur, nous tirons. Sous celle de la nostalgie, nous prenons des photos. » Ça, je trouve que ça convient bien à votre ouvrage. Tout à fait. Et la dernière, celle de Julio Cortázar. Ah oui, l'Argentin, je l'ai connu personnellement. Voilà. Des 1000 façons de combattre le néant, une des meilleures est de prendre des photos. Ça vous convient plus à vous. Ça dit tout, c'est la meilleure chute pour l'émission. Voilà. Slimane Zeridour, je vous remercie infiniment. Merci pour ces cadeaux de ces 3 belles citations. C'est moi qui vous remercie, c'est toute l'équipe d'Expression Libre qui vous remercie d'être venu pour nous présenter votre ouvrage, coécrit avec Tramor Kemener, Slimane Zeridour, Tramor Kemener, l'Algérie en couleur 1954-1962, photographie d'appelé pendant la guerre. C'est paru dans une maison d'édition, édité par une maison d'édition française, mais samedi à partir de 14h, 14h15, vous venez signer votre ouvrage à la librairie du Tiers-Monde, 6, place de l'Émir Abdelkader, Alger. Merci encore. Merci Youssef. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Libre. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Alors, à mardi prochain, même heure, même punition. Bonsoir, restez bien l'œil rivé sur votre chaîne préférée, Canal Algérie.